Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette plongée au cœur d'un univers à la fois fascinant et mystérieux. Celui de Juliette Binoche. Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de ses récompenses ni de ses films célèbres, mais de l'intimité soigneusement préservée d'une icône du cinéma français, de ces zones d'ombre que le public n'a que rarement pu apercevoir. Pendant des décennies, Juliette Binoche a illuminé l'écran par sa beauté troublante et la profondeur de son jeu, captivant le spectateur dans chaque regard, chaque silence, chaque respiration. Pourtant, derrière cette aura publique se cache une femme dont la vie privée reste un labyrinthe, jalonné de rumeurs, de murmures de romance et de secrets soigneusement gardés. Dans un rare moment de franchise, Juliette a récemment brisé ce silence. À l'âge où l'on pourrait songer à la rétrospective, elle a évoqué un amour qu'elle n'a jamais cessé de porter dans son cœur. Un homme dont le nom est désormais enveloppé de mystère, qui a survécu aux ruptures, à la distance et au passage inexorable du temps. Qui était cet homme et pourquoi ce choix soudain de révélation après des années de discrétion? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en retraçant l'histoire d'une passion discrète mais intense, une histoire où amour, douleur et désir s'entrelacent sans jamais vraiment s'éteindre. Juliette Binoche n'est pas qu'une actrice, elle est un phénomène. Dès ses premiers rôles, il était évident qu'elle n'était pas simplement un joli visage sur grand écran. Son intelligence émotionnelle, sa capacité à s'immerger dans des personnages avec une authenticité déconcertante, l'ont rapidement distinguée. Sa percée dans les années 1980 avec Rendez-vous d'André Téchiné révèle déjà le paradoxe qui la définit. Fragile et forte, brute et élégante, tout à la fois. Mais c'est sa collaboration avec le cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski dans Trois couleurs. Bleu qui la propulse véritablement au rang de légende. Dans ce rôle de Julie, une femme en deuil, chaque silence, chaque regard devient un portail vers l'âme tourmentée d'un personnage consumé par le chagrin. Cette performance, couronnée par la Coupe Volpi à Venise, montre que Binoche ne se contente pas de jouer. Elle vit, respire et souffre avec ses personnages. De Le Patient anglais à Chocolat, elle continue d'explorer des territoires émotionnels complexes, passant sans effort du drame à la comédie, de la douleur à la légèreté, toujours avec une vérité brute et intime. Mais derrière ces rôles magistraux, se cache une femme façonnée par une enfance marquée par la fracture et la solitude. Le divorce de ses parents, son internat catholique, et cette oscillation entre le monde vibrant de l'art familial et la rigueur institutionnelle ont créé une profonde sensibilité, une vulnérabilité qui devient sa force dans ses interprétations. Cette tension entre exposition et protection, entre amour et prudence, a également marqué sa vie sentimentale. Juliette n'a jamais troqué sa vie privée contre la célébrité. Les relations avec des figures médiatiques, comme le réalisateur Léos Carax ou l'acteur Benoît Magimel, sont restées strictement hors des projecteurs. Avec Carax, le jeune cinéaste considéré comme l'enfant terrible du cinéma français, la collaboration artistique a rapidement dérivé vers une relation intime. Sur le tournage de Mauvais Sang, la rencontre de deux esprits créatifs se transforme en une passion à la fois stimulante et destructrice. Cette alchimie électrique et instable est le terreau de ce qui deviendra Les Amants du Pont-Neuf, un film qui mêle triomphe cinématographique et épreuve personnelle. Le tournage, marqué par l'intensité extrême de Carax, ses exigences audacieuses et les dangers physiques, a placé Binoche dans un état de vulnérabilité extrême. Elle s'immerge corps et âme, effaçant les frontières entre la fiction et la réalité, entre la femme et le personnage. Ce que le public admire comme un génie artistique cache en réalité des sacrifices émotionnels immenses, une vie privée souvent mise entre parenthèses, et une quête incessante de vérité à travers le cinéma. Aujourd'hui, alors que Juliette continue de relever des défis ambitieux, comme son récent rôle de Coco Chanel dans The New Look, elle prouve que l'art véritable ne réside ni dans la célébrité, ni dans la richesse, mais dans l'honnêteté, dans l'intensité et dans le courage de s'exposer, même lorsque la vie personnelle reste un territoire fragile et secret. Peut-être n'a-t-elle jamais pu s'abandonner complètement à un amour humain,
mais elle l'a fait sans cesse pour ses personnages. Et c'est là que réside l'héritage de Juliette Binoche. Non dans les histoires d'amour passagères, mais dans cette vérité qu'elle offre au monde à chaque regard, chaque geste, chaque souffle à l'écran. À travers cette histoire intime, nous découvrons une femme dont la vie privée et la carrière sont intimement liées, où les scandales, les passions et les mystères nourrissent l'œuvre d'une artiste exceptionnelle. Juliette Binoche, derrière le rideau, nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la source de toute grandeur artistique. Juliette Binoche n'a jamais été seulement une actrice talentueuse. Elle a toujours été une énigme vivante, un mélange de fragilité et de force, de passion et de retenue. Mais derrière le voile des projecteurs, sa vie amoureuse et artistique a souvent ressemblé à un champ de bataille, un théâtre d'émotions extrêmes où l'amour et l'art s'entrechoquaient sans répit. Au début des années 1980, Binoche entame une collaboration avec le réalisateur Léos Carax, une rencontre qui allait bouleverser sa carrière et sa vie privée. Leur relation n'était pas seulement professionnelle, elle était l'incarnation de l'intensité et de la passion. Sur le tournage de Les Amants du Pont-Neuf, un projet devenu légendaire pour ses retards, ses dépassements de budget et son atmosphère électrique, Binoche n'incarnait pas seulement un personnage au bord du gouffre. Elle vivait ce gouffre elle-même. Chaque désaccord avec Carax, chaque moment de tension sur le plateau, se reflétait dans leur vie personnelle. La flamme qui avait allumé leur passion artistique s'est peu à peu transformée en une pression insoutenable. Les disputes se sont multipliées, les silences se sont installés, et parfois, la seule communication possible se faisait à travers l'objectif de la caméra. Pour Binoche, cette période fut à la fois un moment de révélation artistique et de destruction personnelle. Elle confiera plus tard que ce film avait été l'un des projets les plus importants de sa carrière, mais aussi l'un des plus dévastateurs. « J'ai tout donné à ce film et j'y ai perdu une partie de moi-même », dira-t-elle dans une interview. Le film, à sa sortie, fut acclamé par le public et la critique. Une performance inoubliable, une œuvre marquée par la beauté tragique. Mais derrière l'éclat des critiques et des prix, la relation entre Binoche et Carax s'était consumée, laissant derrière elle des cendres émotionnelles. S'éloigner de Carax n'était pas un simple geste romantique, mais un acte de survie. Binoche avait compris que même la passion la plus créative pouvait devenir destructrice lorsque l'amour et l'art entraient en collision. « J'ai cru un temps que je pouvais avoir les deux », confiera-t-elle plus tard. Mais parfois, pour survivre, il faut se choisir soi-même. Carax représentait ce paradoxe fondateur, le déclencheur de sa transformation artistique, mais aussi le rappel brutal du prix à payer quand on se perd dans la passion. Leur histoire, tumultueuse et emblématique, demeure un symbole de l'intensité et de la fragilité humaine lorsque le désir et le génie se rencontrent. Après cette tempête, Juliette chercha un équilibre. Dans les années 1990, elle s'éloigna des cercles frénétiques du cinéma pour découvrir une intimité plus simple, plus ancrée. C'est alors qu'elle rencontre André, un plongeur professionnel, loin des projecteurs et du chaos artistique. Avec lui, Binoche découvre une forme de sérénité inédite, une relation discrète, loin des tabloïds, qui lui permet simplement d'être elle-même. De cette union naît son fils Raphaël en 1993, un événement qui transforme profondément son rapport à la vie et à l'amour. La maternité devient un point d'ancrage, une expérience qui enrichit et adoucit sa perception du monde, et qui influence aussi son art. Chaque rôle, chaque émotion à l'écran devient un reflet de sa vie intérieure, de ses blessures et de ses renaissances. Mais le destin semble jouer avec elle. Sur le tournage de Le Hussard sur le toit, elle rencontre Olivier Martinez, un acteur au charisme magnétique. Leur relation attire immédiatement l'attention de la presse et des fans, les plaçant au centre des projecteurs. Mais derrière les apparences, la passion se heurte à l'indépendance de chacun. Malgré l'intensité de leur attraction, les conflits et les agendas divergents provoquent la fin de leur romance au bout de seulement 2 ans. Chaque expérience amoureuse rapproche Binoche de la compréhension de ce qu'elle recherche réellement. Une stabilité émotionnelle capable d'accueillir sa profondeur sans menacer son autonomie. Les années passent et Binoche continue d'explorer ses rôles avec une sincérité bouleversante,
De son Oscar dans Le Patient anglais à sa performance envoûtante dans Chocolat, elle puise dans les tumultes de sa vie personnelle pour nourrir ses personnages. Pour elle, chaque chagrin, chaque joie devient une part intégrante de son art, une tapisserie émotionnelle qu'elle offre au public. Et puis, le destin frappe à nouveau. Sur le tournage de Les Enfants du siècle, elle rencontre Benoît Magimel. Une rencontre inattendue qui transcende l'âge et les expériences passées. Entre eux, il n'y a pas de compétition, seulement un partenariat basé sur le respect mutuel, l'admiration et la curiosité intellectuelle. Pour la première fois, Binoche semble trouver un équilibre entre passion et sérénité, amour et art. L'histoire de Juliette Binoche est celle d'une femme qui s'est donnée entièrement, qui a vécu les flammes de la création et de la passion, et qui en est sortie transformée. Ces relations tumultueuses et intenses n'ont pas seulement marqué sa vie privée. Elles ont sculpté l'actrice, forgé son art et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Chaque amourette, chaque chagrin, chaque éclat de bonheur se reflète dans son regard, dans son jeu, dans cette manière unique qu'elle a de rendre visible l'invisible. Juliette Binoche n'est pas seulement une actrice. Elle est un symbole vivant de la beauté et du danger de se perdre dans la passion, et du courage nécessaire pour se reconstruire et choisir sa propre vie. L'un des chapitres les plus marquants de cette vie se situe à la fin des années 1990, lorsque Juliette rencontre Benoît Magimel sur le tournage d'un film qui allait marquer les esprits. Les Enfants du siècle. L'histoire qu'il raconte monte à l'écran, celle de George Sand et d'Alfred de Musset, reflète de manière troublante la tension et la complicité qui allaient bientôt naître hors caméra. Benoît Magimel, alors jeune acteur fougueux, 10 ans plus jeune qu'elle, apportait avec lui une énergie brute, presque sauvage. L'alchimie entre les deux se manifestait non seulement dans les scènes passionnées, mais aussi dans chaque regard échangé en dehors du plateau. Ceux qui les côtoyaient parlaient d'une connexion électrique, à la fois intense et étonnamment domestique. Pour Juliette, cette relation représentait une forme de passion authentique, dénuée de filtres, un amour qui brûlait avec une intensité rare. Rapidement, leur romance déboucha sur la naissance d'une fille, Anna, en décembre 1999. Pour la première fois, Juliette semblait toucher à une forme de plénitude. L'amour, la maternité et la carrière s'entremêlaient avec une fluidité presque magique. Pourtant, comme souvent dans le tumulte des passions nées sur les plateaux de cinéma, la fragilité de cette union se révéla quelques années plus tard. Dès le début des années 2000, les fissures devinrent visibles. Les pressions professionnelles, la vie de famille et les démons personnels se confrontèrent brutalement à leurs liens. Les malentendus se transformèrent en disputes, la distance s'installa et la séparation, bien que discrète, fut douloureuse. Anna n'avait que 4 ans lorsque ses parents décidèrent de suivre des chemins séparés. Juliette se replia sur ses enfants et son art, trouvant dans l'expression artistique un refuge sûr et consolateur. Benoît, lui, sombra dans des périodes de turbulence, confronté à des problèmes de dépendance et à des démêlés judiciaires largement médiatisés. Mais au-delà des épreuves, ses proches révéleront plus tard qu'il n'avait jamais vraiment tourné la page de son histoire avec Juliette. Une vérité implicite que seuls ceux qui les connaissaient intimement pouvaient lire entre les lignes. Malgré cette séparation, le lien entre Juliette et Benoît ne disparut jamais complètement. Liés par leur fille, ils naviguèrent au fil des années entre tensions silencieuses et moments de compréhension muette. Rarement ils évoquèrent leur passé en public, mais lorsque cela arrivait, l'amertume n'avait pas sa place. Seulement la trace d'un amour profond, inachevé, qui persistait sous la surface. Cette complexité se manifesta de manière poignante lorsqu'ils se retrouvèrent à l'écran plus de 2 décennies après leur première rencontre professionnelle. Le tournage de Passion de Dodin devint un moment de contraste saisissant. La sérénité et l'élégance de leur collaboration actuelle semblaient danser avec les fantômes de leur passé tumultueux. Quand Benoît reçut le César du meilleur acteur, Juliette, dans un geste simple et sincère, lui rendit hommage publiquement. « Bravo Benoît, je suis si heureuse pour toi. Tu le mérites. » Ces quelques mots, à la fois discrets et chargés d'émotion, traduisaient ce qu'aucune interview n'aurait pu exprimer. Puis vint la confession inattendue de Juliette
dans une interview intime, presque chuchotée, qui brisa le silence de décennies. « J'ai aimé à plusieurs reprises, dit-elle. Mais, poursuivit-elle, il existe un homme que je n'ai jamais cessé de porter en moi. Même après la séparation, même après la douleur, il est resté vivant dans mes souvenirs, dans mon imagination et dans notre fille. » Sans jamais le nommer, tous comprirent qu'elle parlait de Benoît. Elle ajouta « Une partie de moi a toujours espéré que nous retrouverions notre chemin. » Pas nécessairement comme amants, mais comme deux personnes qui se sont aimées profondément et qui continuent de s'aimer, silencieusement, à leur manière. Ce n'était ni un appel à la réconciliation, ni un geste spectaculaire, mais une vérité brute, énoncée avec courage. Pourquoi ce témoignage maintenant? Après tant d'années de discrétion? Peut-être est-ce l'effet du temps, qui adoucit même les souvenirs les plus aigus. Peut-être est-ce la reconnaissance que l'amour ne se limite pas à des débuts clairs ou à des fins ordonnées. Certaines histoires continuent de vivre en arrière-plan, discrètes mais indélébiles. La confession de Juliette nous rappelle que la vérité d'un amour n'est pas toujours spectaculaire, qu'elle ne nécessite pas la validation publique. Elle révèle au contraire l'existence d'un amour profondément humain, imparfait mais inoubliable. Pour Juliette Binoche, cet amour n'a jamais été un récit parfait, mais il demeure vivant, puissant et irremplaçable. Et il faut parfois une vie entière pour trouver le courage de le nommer, de le raconter. Son histoire nous interpelle tous. Avons-nous, nous aussi, porté en nous un amour qui, malgré les années et la distance, reste aussi brut et réel que le premier jour? L'histoire de Juliette Binoche est une invitation à réfléchir, à ressentir, et peut-être à reconnaître ces liens invisibles qui continuent de nous façonner. Dans un monde saturé de romances instantanées et de déclarations publiques, elle nous offre quelque chose de rare. La vérité nue, celle d'un cœur qui a aimé et qui continue d'aimer, silencieusement mais intensément.